En 1590, à 37 ans, Henri III de Navarre, successeur d'Henri III de France depuis un an, mais pas encore Henri IV de France et de Navarre, combat la Ligue de Picardie. Il y rencontre la belle Gabrielle d'Estrées, près de Soissons à Queuvre, fille du marquis du même lieu, et en tombe amoureux fou. Pour maintenir un semblant de convention, en 1592, on marie Gabrielle, 18 ans, à Nicolas d'Amerval, gouverneur de Chauny. Les mauvaises langues diront que c'est le roi lui-même qui choisit son bossu de mari, le marquis de Liancourt. Veuve depuis peu, au physique mal tourné, vénale, impuissante après une chute de cheval, c'était un mari parfait pour une royale maîtresse. Après 2 ans passés à Liancourt, actuellement Liancourt-Fosse près de Nesle, sur la route de Péronne à Paris, où, dit-on, le roi vint souvent et secrètement la voir, elle se sépare de son mari de forme pour rejoindre la cour. Blonde, dorée, d'une taille admirable, d'un teint d'une blancheur éclatante, favorite officielle d'Henri IV, elle devient marquise de Monceau, puis duchesse de Beaufort et mère de 3 enfants du roi. Après l'annulation du mariage d'Henri IV avec Marguerite de Valois, connue plus tard sous le nom de Reine Margot, les 2 amants projettent leur union. Mais la presque reine, le 10 avril 1599, enceinte du roi pour la 4e fois, succombe d'une apoplexie foudroyante après avoir bu une citronnade. Depuis ce temps, dans l'ancien château de Liancourt, près de la tour Gabrielle, une promenade du parc est toujours appelée Allée des Soupirs. Un premier portrait anonyme de Gabrielle d'Estrées la représente au bain avec sa sœur cadette, Julienne d'Estrées, duchesse de Villars. Gabrielle tient une bague, symbolisant le couple qu'elle forme depuis peu avec Henri IV. Julienne pose son doigt sur la pointe du sein de sa sœur. Cela souligne le fait que Gabrielle est enceinte de son royal amant, que l'enfant grandit en son sein et que cette partie de son corps fournira bientôt du lait. Sur le second portrait, les 2 sœurs sont toujours au bain, mais Julienne ne touche plus Gabrielle. En effet, nous pouvons remarquer un nourrisson juste derrière les 2 femmes. Gabrielle a depuis peu mis au monde César de Bourbon-Vendôme. Le collier de perles qu'elle porte est un présent du roi pour la remercier de lui avoir donné un fils. Le 3e portrait de Gabrielle au bain nous présente la duchesse de Beaufort seule dans sa baignoire, un peu plus âgée mais toujours aussi belle, de peau blanche, portant les mêmes boucles d'oreilles que sur les tableaux précédents, ainsi qu'un collier et des bracelets de perles. Juste derrière elle, nous remarquons son fils aîné César de Bourbon-Vendôme, et dans les bras de la nourrice, la petite Henriette Catherine, à qui Gabrielle a donné naissance en 1596. Si le collier récompensait la duchesse pour la naissance de César, peut-être que les bracelets sont-ils un présent d'Henri IV pour célébrer l'arrivée de la jeune mademoiselle de Vendôme. Si la presque reine avait pu épouser son roi, qui aurait succédé à Henri IV? César, 5 ans, l'aîné des enfants illégitimes du roi et de Gabrielle d'Estrées, aurait-il pu devenir le légitime dauphin de France? La question ne se pose plus. La presque reine n'a pas survécu à une complication infectieuse due à l'intervention sans asepsie des chirurgiens pour la débarrasser de son fœtus mort la veille. La citronnade n'y était pour rien. Raison d'État oblige, le vert galant se consolera bien vite. En décembre 1600, il épousera Marie de Médicis, la nièce du pape Clément VIII, dont il aura la bénédiction. Le futur Louis XIII verra le jour le 27 septembre 1601. La descendance est assurée.
Le 15 août 1594, Henri IV, roi de France et de Navarre, en revenant de Cambrai, où il y était entré 3 jours auparavant, et de Laon qui avait capitulé le 3 août, après un siège de plus d'1 mois, vint prendre possession de Péronne, et y fait une entrée solennelle, accompagné d'un nombre considérable de princes et de grands seigneurs. On présenta au monarque les clés de la ville, et il y entra sous un des magnifiques portés par les échevins. Les rues étaient tendues de tapisseries et de draps blancs. Les armes de France et de Navarre surmontaient les portes et l'hôtel de ville. Les cloches des églises mêlaient leurs joyeux carillons au sourd grondement du canon. Comme à ses prédécesseurs et à tous les personnages de distinction qui honoraient la ville de leur présence, on offrit au roi du vin d'Issy, du vin de Saint-Jehan. La ville de Péronne, quoiqu'ayant été le berceau de la Ligue, avait été plus prompte que bien d'autres à rentrer dans le devoir.